avec des alternatives concrètes et des exemples. En fait, il y a des invités qui sont restés avec nous et merci à eux. D'abord, Ben Lefété, donc vous étiez là tout à l'heure comme porte-parole des opposants au barrage. Vous êtes resté avec nous. Merci d'avoir patienté tout ce temps. Mélanie Gabard, bonsoir. Vous faites partie de Alternatiba. Et en fait, Alternatiba, comment on peut le définir? C'est une association qui propose une méthode de lutte, de rassemblement? Alors, pour l'instant, on définit Alternatiba comme une dynamique à l'échelle européenne. Donc, juste pour la petite histoire, c'est né il y a 1 an à Bayonne, en fait, où une première association basque, Vizi, a lancé un premier festival des alternatives du nom d'Alternatiba. Et suite au succès de ce festival-là, ils ont lancé un appel pour qu'il y ait une multiplication des festivals comme celui-ci, donc Festival des alternatives, partout en Europe avant la COP21. Donc la conférence sur le climat organisée par l'ONU à Paris en 2015. Et donc ils ont mis en place un kit méthodologique pour que des collectifs locaux puissent se réapproprier cette méthode, effectivement, mais aussi l'interpréter, l'adapter pour faire des festivals des alternatives un peu partout. Et donc en ce moment, il y a une quarantaine de festivals déclarés, déjà 8 qui ont été réalisés. Et on a des échos sur une dizaine d'autres, et notamment en Europe centrale. Et peut-être même en dehors de l'Europe. Emmanuel Soulias, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général d'Enercop, qui est une alternative énergétique ? Qui est clairement une alternative énergétique et qui propose donc une alternative, pour le dire très clairement, à l'abonnement EDF habituel. À l'abonnement EDF et à d'autres abonnements, d'autres fournisseurs d'énergie, puisque Enercop, c'est clairement des énergies renouvelables, c'est une dimension territoriale, de proximité, c'est une implication citoyenne et de l'ensemble des parties prenantes autour de la question énergétique. Donc il y a vraiment des enjeux et à la fois économiques, environnementaux et éthiques autour du projet d'Enercop. Et puisque son mouvement politique en Espagne est l'incarnation même que oui, c'est possible et que les choses peuvent changer, donc le porte-parole, un des porte-paroles de Podemos, Jorge Lago, nous a fait l'amitié de rester avec nous pour la conclusion de cette émission. Ben Lefété, vous l'avez entendu et écouté avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'expérience? C'est plus qu'une expérience, la réussite du mouvement Podemos en Espagne. Je crois que justement ça doit nous inspirer, nous en France, sur la voie à suivre pour qu'il y ait une véritable alternative politique là, de ce point de vue-là. Moi, j'ai suivi le mouvement des indignés, mais je n'avais pas suivi cette fulgurante ascension de Podemos. Moi, je pense que ça doit nous inspirer. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez commencé à l'aborder un petit peu à la fin par rapport au Front National. Moi, je crois qu'étant donné la crise morale et politique qu'on traverse, on a eu l'occasion d'en discuter toute la soirée, à la fois avec l'affaire Sivins et puis les intellectuels qui étaient là tout à l'heure nous parlaient de la crise de la démocratie. On a une crise de la moralité avec les conflits d'intérêts, les collusions, etc. Aujourd'hui, on a une abstention énorme en France lors de chaque élection. Dernière élection européenne, on a un Front National en tête, non pas parce que beaucoup plus de gens votent Front National, mais parce qu'il y a une chute totale des électeurs du PS, de l'UMP. Demain, on va discuter d'alternatives aussi plus concrètes, mais je pense que demain, la réflexion doit porter sur quelle alternative au Front National. C'est-à-dire qui on met en face du Front National aujourd'hui, aujourd'hui et demain, comme mouvement pour empêcher effectivement le Front National, non pas de remporter les élections grâce à un soutien populaire énorme, mais de remporter les élections grâce à une abstention phénoménale. Parce que beaucoup de gens ne croient plus dans les partis traditionnels. Pourquoi? Parce qu'on a une classe politique qui est complètement vieillissante, qui est complètement décalée par rapport à la population. Parce qu'on on parle de caste, on parle d'oligarchie, on parle de... Mais dans l'affaire de Sivins, par exemple, que moi je suis au cœur de cette affaire, on a affaire, c'est le cas de dire, à des élus qui sont de gauche et aussi de droite. C'est-à-dire qu'on a les mêmes, les 43 qui votent sur les 46, ce sont les mêmes qui servent l'intérêt de leurs copains, que ce soit le constructeur de barrages, le BTP, etc. Et donc aujourd'hui, ce dont les gens ne veulent plus, et pourquoi il y a des luttes comme ça un peu partout sur le territoire, et pourquoi il y a aussi beaucoup de frustration et de colère, et d'abstention, de fait, dans les urnes, c'est parce que, justement, il n'y a plus de confiance et d'espoir dans cette classe politique. Alors, justement, Ludovic Lamant me l'a dit un peu en plaisanterie avant l'émission, mais il m'a dit, tu te rends compte, en Espagne, l'affaire Cahuzac, ils en ont une par mois. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, est-ce que ça vous a aidé? C'est vrai.
c'est vrai, ça a aidé, c'est clair. Et ça a permis de montrer des structurations du politique, cet éloignement énorme de la classe politique vers la société. Et on ne l'a pas utilisé d'une manière électorale, simplement on a été la possibilité de penser à des alternatives. Mais en parlant des alternatives aussi, que je pense que c'est important, on n'a pas été né comme un parti traditionnel, on a été né comme un parti qui voulait mettre en rapport toutes les initiatives énergétiques, des voisins, des machins, qui ne voulaient pas être à la place de ces alternatives-là, mais créer un espace où on pouvait discuter de ça. Évidemment, on ne va pas toujours être d'accord avec toutes ces positions, impossible de faire les liens les unes avec les autres, mais au moins de permettre de créer un espace où toutes ces positions assez éloignées les uns des autres, assez isolées, pouvaient trouver un espace qui n'était pas senti comme institutionnel, comme représentatif, comme les classiques partis qui prennent la place des mouvements sociaux ou des initiatives, mais qui dialoguent. En respectant les autonomies respectives des uns et des autres. C'est bien, c'est joli les dire comme ça, après c'est plus difficile évidemment. Plus difficile de le mettre en œuvre, je sais bien, je ne voulais pas faire un discours politique à deux balles, quoi, mais c'est vrai que c'est important et qu'on n'a pas la tradition, au moins dans la gauche, de jouer avec ces autonomies du mouvement et du politique. Jadine Garde, avec laquelle nous avons commencé ensemble à 19h15, on va finir ensemble vers 22h30. 22h30, fidèle au poste. Jade. Moi, il me semble que l'un des points forts de l'intervention de Jorge, donc au nom de Podemos, qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est que c'est quand même une approche des alternatives qui passe par la prise de pouvoir. Et que vous avez décrit, vous avez expliqué votre stratégie par rapport à ça. Et ça, on sait que dès qu'on discute d'alternatives, la question du rapport à l'institution et au pouvoir est au cœur de la discussion. En gros, est-ce que l'alternative au système que l'on combat passe par la prise du pouvoir, se présenter à des élections, prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre pour l'exercer à la place des dirigeants actuels, ou est-ce qu'on considère que non, cet espace-là des institutions, il est soit hors de portée, soit potentiellement corrupteur, en tout cas pas dans la stratégie qu'on se fixe, et donc là, l'idée c'est d'occuper un espace périphérique en espérant que la périphérie augmente, et au bout d'un moment renverse l'ordre dominant. Et là-dessus, j'aimerais bien entendre Mélanie Gabbard d'Alternatiba, parce que Alternatiba, comme elle a commencé à l'expliquer, n'est pas un mouvement, pas une organisation et clairement pas dans l'enjeu de la prise du pouvoir, et pour autant se pense comme une alternative d'une certaine manière. Comment est-ce que vous réfléchissez, Mélanie, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant, donc c'est aussi une nouvelle génération qui entre en politique en dehors d'un parti, par ce type d'expérience. Comment vous réfléchissez à cette question-là de l'alternative et de la prise du pouvoir ? Sur l'aspect local, l'alternative, parce qu'il faut voir quand même les deux dimensions dans la dynamique. L'aspect c'est très local. décentralisé. Ouais. Oui, et en même temps, il y a aussi une coordination européenne, donc il y a plusieurs niveaux quand même dans tous les cas. Mais effectivement, nous, c'est écrit dans notre charte, on a rédigé nous-mêmes notre charte, que nous sommes un mouvement apartisan. Et on est plutôt dans l'idée d'expérimenter nous-mêmes les alternatives et de mettre en place des organisations alternatives par rapport à ce qu'on a pu connaître, soit dans des partis, des syndicats ou même dans des associations. Nous, on a fait le choix vraiment de manière très clairement décidée et débattue de ne pas être une association juridiquement déclarée pour aussi avoir une marge de liberté supplémentaire. Donc c'est plutôt l'expérimentation du fait de se réapproprier notre capacité d'agir, de se prouver à nous-mêmes et de prouver aux autres qu'on peut aussi avoir un pouvoir d'action en passant par d'autres canaux que ceux qui sont connus de manière plus classique. Après, la question se pose totalement aussi de savoir à quelle échelle notre action est la plus pertinente. Et l'enjeu aujourd'hui, il me semble, et c'est quand même un consensus qui commence à arriver au fil de nos discussions, c'est de dire que les deux voies sont complémentaires. Peut-être que le danger est plutôt d'opposer les deux, les gens qui passeraient par les voies institutionnelles et ceux qui seraient vraiment sur le terrain et qui essaieraient de s'en marginaliser, parce qu'il y a aussi un effet de défiance. Mais finalement, peut-être que si on veut penser à un avenir alternatif, il faut savoir le penser ensemble et il faut savoir associer les deux mouvements. Sinon,
on restera toujours chacun dans nos espaces, quoi. Et très concrètement, par exemple, pour ce qui est d'Alternatiba à Lille, comment est-ce que cette discussion qui est un peu abstraite, qui est un peu théorique, elle se traduit dans la manière dont vous avez construit, par exemple, votre événement Finalement, elle arrive sur le tard, elle arrive plutôt maintenant, alors que notre événement a eu lieu début octobre. Et donc parce que tout a été très vite, hein. En fait, on a commencé en février, on était 5 personnes et voilà, on a réalisé le festival avec 200 personnes en octobre. Donc finalement, on a eu très peu de temps pour les questions d'ordre plus philosophique. Je m'excuse d'utiliser ce mot-là, mais c'était un peu ça. Donc on s'est concentré sur ce que... On a fonctionné donc en groupe qui décidaient eux-mêmes ce qu'ils voulaient voir sur le festival, sur leur thématique. Donc le contenu du festival s'est fait à partir de ce que les gens avaient envie de montrer, de ce qu'ils avaient envie d'exprimer. Après, effectivement, dès le début, il y avait eu cette volonté de mettre une barrière aux partis politiques. Donc ça a peut-être aussi orienté les choses, mais là encore, c'était une volonté du collectif dès le début. Aujourd'hui, la question se pose parce qu'on se rend compte que Alternatiba prend une certaine ampleur. On est aussi sollicité de part et d'autre. Et donc, c'est maintenant finalement que le débat arrive, mais c'est que le début. Moi, je ne peux pas vous donner de conclusion, mais c'est vraiment que le début de cette question-là. Et je pense que tout l'enjeu va rester de rester unique, quoi. Et ça veut dire que, par exemple, vous vous constituez en mouvement localement? C'est-à-dire qu'il y a eu un événement organisé, un festival, là, au mois d'octobre, mais vous restez, enfin, le collectif survit à l'organisation de l'événement et du coup, se projette vers quoi s'il survit? Tout à fait. Là encore, c'est ce qui est l'objet des discussions actuellement, parce que l'objectif était de monter un festival et on a fait ça en quelques mois, donc on n'a pas eu le temps de prévoir la suite. Et aujourd'hui, c'est en discussion. Donc là, il y a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu 3 groupes qui ont été constitués et qui représentent finalement les différents niveaux d'implication d'Alternatiba. Un groupe qui reste sur le territoire pour mener des actions. Un groupe qui s'occupe des relations plus avec la région, parce qu'il va y avoir une coalition Nord-Pas-de-Calais pour la COP21 et un groupe qui participe à la coordination européenne en vue de la COP21 d'Alternatiba. Donc les 3 niveaux s'entremêlent et chacun après va participer là où il veut, mais tout est encore à écrire, quoi. D'accord. Jade. Alors, là, l'idée de ce plateau était aussi d'avoir une diversité d'expériences, de paroles. Donc là, effectivement, on est dans des... Il ne s'agit pas du tout de dire que vous êtes tous en train de faire la même chose, pas du tout. Mais donc avec vous, Emmanuel Souliaz, donc Frédéric évoquait plus tôt, Enercop. Enercop, c'est un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable. Par exemple, voilà, on vous invite à participer à une discussion ici, qui est une discussion quand même hyper politique sur les alternatives. Est-ce que Enercop, vous en tant qu'Enercop, vous y trouvez votre place et est-ce que vous considérez que vous, par votre activité, qui est une activité économique finalement, une activité commerciale, est-ce que cette activité, elle a sa place aussi dans ce paysage d'alternatives qu'on est en train de décrire ici? J'espère, sinon je n'ai pas ma place ici ce soir. Non, mais nous, on voyait comme ça, mais est-ce que c'est comme ça aussi que vous, je confirme. Enercop, c'est à la fois un projet économique, mais c'est évidemment un projet politique à la base. Vous avez parlé de prise de pouvoir tout à l'heure. Dans le domaine économique et dans un domaine particulier qui est celui de l'énergie, qui est un domaine qui l'était il y a 10 ans quasi monopolistique, c'était quand même une gageure et un pari de dire on va se créer un projet qui va fournir de l'énergie renouvelable et qui va se constituer sous forme de coopérative, puisque le Enercop c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Donc on a fait un choix de gouvernance qui est compliqué à gérer, mais qui fait en sorte qu'on applique l'ensemble des parties prenantes du projet autour de la gouvernance du projet, c'est-à-dire les territoires, les collaborateurs de la structure, les usagers, les consommateurs, les partenaires, les collectivités avec lesquelles on travaille. Et tout ce monde-là s'est retrouvé au chevet de ce projet qui, il y a 10 ans, est né donc avec l'idée de se dire voilà, l'énergie est porteuse d'enjeux tellement forts. C'est un sujet qui est confisqué quand même quelque part par des grands ensembles, avec une gouvernance opaque, avec des questions environnementales dont on le sait qu'elles sont vraiment prépondérantes et on le sait chaque jour. Et donc l'idée, ça a été de dire quelque part, offrons une offre alternative, construisons-la, avec aussi la gageure de faire en sorte que ce soit un projet économiquement équilibré. Ce n'est pas un projet qui vise à faire du profit, c'est un projet qui vise à être équilibré, donc tous les profits sont réinvestis dans le projet, notamment réinvestis dans le soutien des énergies renouvelables, puisque c'est aussi ça l'idée, c'est de proposer de l'énergie d'origine renouvelable à des gens qui savent d'où vient cette énergie, comment elle a été conçue, comment elle a été distribuée,
Et puis, aider ces petits producteurs, qui sont des producteurs hydrauliques, éoliens, photovoltaïques, biomasse, eh bien, à développer leur modèle, à mutualiser des expériences et à développer des projets, encore une fois, localement. Aujourd'hui, Enercop, c'est 8 coopératives, bientôt 9, qui sont réparties sur le territoire avec l'idée d'avoir à chaque fois une gouvernance locale, des entités les plus autonomes possibles, et que tout ça constitue un réseau de fournisseurs d'énergie renouvelables qui propose effectivement une alternative. Donc c'est bien un projet politique à la base. À l'origine de ce projet, on trouve des associations environnementales, des ONG, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, encore une fois, disent l'énergie, c'est pas notre domaine, c'est un domaine qui a l'air complexe, compliqué, opaque, je reprends le terme. Eh bien, allons-y, créons quelque chose et puis fédérons toutes les énergies, c'est le cas de le dire. On en a parlé toute la soirée sur les métamorphoses de la démocratie, de la représentativité, mais on en parlait avec Rory Lago aussi de la gauche. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, en France, en tout cas, EDF, le monopole de l'électricité, ça a été aussi un fer de lance de l'État, du monopole de l'État, et donc aussi de l'État social. C'est-à-dire que c'est presque une conquête étatique, et que vous, comme les choses se transforment et même se retournent, vous êtes plutôt en lutte ou en contournement de ça. Et du service public. Et, et de l'idée même de service public, exactement. Effectivement, on a deux sujets qui se mélangent. Il y a la notion de service public, pour laquelle on est tous a priori d'accord, avec cette notion de solidarité, mais il y a aussi la question des grands ensembles étatiques, décidés sans vraiment un réel consensus, imposés, contrôlés, uniques. Voilà, donc c'est ça l'idée aussi, c'est de ne pas remettre en cause cette notion de solidarité et de service public, c'est juste de dire que ce service public, il peut vivre aussi différemment au travers d'alternatives, au travers d'autres systèmes de solidarité et d'entraide, mais en tout cas, voilà, sur ce sujet, comme sur celui de l'alimentation, comme sur celui des transports, comme sur tout un tas de sujets, de la presse, bien évidemment, on peut faire vivre des alternatives qui répondent aux besoins sociaux et qui répondent à la question de la solidarité et de l'entraide. Voilà. Et où l'intérêt général, on voit bien effectivement un fil rouge là-dessus, l'intérêt général n'est plus incarné par l'État, tel qu'il avait été construit et développé depuis au moins un demi-siècle, si on reprend la césure en 1945, mais on affirme, des mouvements comme ça, des projets comme cela, affirment que cet intérêt général, il est au fond mieux représenté et mieux mis en œuvre par des associations de citoyens, voilà, ou par une sorte de tiers société qui est entre le privé et le public, parce qu'on n'est pas non plus dans le privé classique. Voilà. Et l'implication des citoyens, ce qui est assez éclairant et, dans ce projet comme dans d'autres, c'est qu'effectivement on est dans un monde un peu déprimé, on est dans un monde où effectivement la situation économique est dure, et ce qu'on constate, c'est que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, comme tous les sujets de solidarité de manière générale, les citoyens sont prêts à participer. Voilà. On a mis en place une structure qui s'appelle Énergie partagée et qui vise à faire de l'appel au financement citoyen pour financer des projets d'énergie renouvelable. Ça marche et les gens sont prêts effectivement à contribuer à la hauteur de leurs besoins, bien évidemment, mais à des projets dont ils voient l'intérêt, dont ils voient l'utilité, dont ils voient la proximité aussi, et dont ils voient la possibilité qu'ils puissent participer à leur gouvernance et puis à leur destin et à leur conduite. Voilà. Combien d'abonnés à Enercop aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Enercop, c'est 20 000 clients, 12 000 sociétaires environ. Et comme je l'ai dit, 7 et bientôt 9 coopératives qui maillent le territoire et bientôt plus. Bénéfité. Oui, enfin, moi ce que je voulais dire, c'est que ces alternatives, là, comme Enercop par exemple, que je connais bien en tant que client d'Enercop, pour moi révèlent aussi le fait qu'on est vraiment entré dans le XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on sort des grandes idéologies politiques, et vous le dites avec l'exemple de l'État, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire que des gens qui se disent, qui ont des valeurs de gauche, n'hésitent pas à promouvoir, à participer à des alternatives qui, effectivement, sont le symbole de la fin du rôle étatique et des grandes entreprises d'État. Et c'est là où, de plus en plus, notamment la jeunesse, elle, n'est plus du tout embarquée dans cette dichotomie à la française où on est soit de gauche, soit de droite et on peut pas penser à la société autrement. Et de plus en plus, on va vers une analyse, je pense, politique, en tout cas des jeunes. Moi, ceux que je côtoie sur la ZAD, par exemple, de Sylvain, de Testé, où les jeunes sont beaucoup plus pragmatiques. C'est-à-dire que, voilà, on regarde, effectivement, on analyse qu'est-ce qui est bon pour l'environnement, qu'est-ce qui est bon pour le vivre ensemble, et on sort de ce point de vue-là des grandes idéologies. On ne passe pas ça au crible des grandes idéologies, mais on passe vraiment ça au crible de côté pragmatique, et y compris en termes de crédibilité par rapport, je pense là, aux politiques.
C'est-à-dire que de plus en plus de gens font confiance dans des gens qui ont une crédibilité, une cohérence de parcours, comme étant des gens qui peuvent devenir potentiellement leaders, ou en tout cas qui peuvent accéder au pouvoir parce qu'ils ont une crédibilité de changement de pratique. Plutôt que, et c'est là où je pense que demain, on va avoir un changement profond, peut-être une révolution, peut-être à un moment donné presque à l'espagnol, de ce point de vue-là, parce qu'on est en train d'avoir une jeunesse qui vote de plus en plus, et cette jeunesse, elle va de moins en moins voter pour des gens qui sont des personnalités politiques, qui ont un nom, mais qui n'ont pas forcément de crédibilité en termes de cohérence, de parcours. Et de ce point de vue-là, je pense que les grands partis de gauche, on le voit bien, enfin, je veux dire, il n'y a pas, même Mélenchon, etc., on voit bien qu'il n'y a pas une adhésion de la société, notamment des jeunes. Il n'y a pas un vote massif qui va vers... Et je pense que ça va être de plus en plus ce critère-là. Les gens veulent des gens qui ont un discours cohérent, des pratiques cohérentes avec leur discours, et vont juger de ce point de vue-là à la fois les élus actuels, mais y compris les futurs candidats ou les gens qui vont porter l'espoir d'un changement politique. On va laisser le mot de la fin à Aurélien Lagaud, mais c'est vrai que ce que vous me disiez tout à l'heure, quand vous me disiez « moi je viens de la gauche », est-ce que ça vous étonne pas presque vous-même presque un tel changement de logiciel, mais aussi presque de mystique, c'est-à-dire sur le rôle de l'État, l'énergie, le monopole, qu'on puisse toucher à des choses comme ça. Peut-être c'est moins fort en Espagne, mais quand même... C'est moins fort, mais quand même, je suis vraiment très d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. On vote de moins en moins à partir des grands récits cohérents, fermés, avec une tradition, etc. Mais des cohérences, des parcours cohérents, des discours qui disent la même chose qu'ils fassent. Et je pense que dans la mesure où les temps, le futur est assez difficile à prévoir, qu'on n'a pas des idéologies du grand soir, des transformations dans 30, 40 ans, parce qu'on ne sait pas si on va être là. Et on s'appuie sur des pratiques. Et sur des pratiques qui transforment au fur et à mesure où on agit la même chose qu'on veut mettre en place. Dans ces mesures-là, je pense que toutes ces alternatives-là, la tienne, dans la mesure où elles sont cohérentes, elles peuvent être mises en place politiquement si seulement, et là c'est ma doute, sont universalisables. C'est-à-dire si on peut aller au-delà des 20 000 usagers, on peut d'une manière ou d'une autre les faire universables dans tous les cadres de l'État, ou de quelle manière on peut les penser cohérentes avec une population de 60 millions de personnes ou 40 en Espagne. Non, mais qui est toujours la doute des alternatives. Non, quelle est la limite de cette alternative-là? C'est le passage à grande échelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas toutes ces alternatives. Moi, j'ai travaillé dans le commerce équitable, etc. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un relais politique à un moment donné, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens en situation de pouvoir qui ont le pouvoir, non pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir de changer les choses à grande échelle, qui dirigent, qui décident de budget ministériel, etc., de grandes lois, etc. S'il n'y a pas des gens à un moment donné qui ont ce pouvoir de changer à grande échelle, pour prendre à partir des alternatives concrètes, pour les transformer en politique publique à grande échelle, on n'arrivera jamais à changer effectivement la société. C'est-à-dire que ça reste toujours des alternatives qui sont très intéressantes, qui restent micro et qui ont fait leurs preuves au niveau local, mais qui n'arrivent jamais à changer, transformer la société parce qu'elles ne sont pas relayées au niveau politique. Et ça, c'est le grand défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces alternatives soient relayées au niveau politique. La classe politique qu'on a aujourd'hui n'est pas capable de les relayer parce qu'elle n'a pas transformé son logiciel politique pour les amener en termes de politique publique. Et en même temps, il faut que les gens qui portent les alternatives fassent confiance à des gens qui peuvent accéder à ce pouvoir sans devenir corrompus, c'est-à-dire sans trahir effectivement les alternatives sur le terrain et les gens qui portent ça sur le terrain. Mais vous, par exemple, Ben, et vous, Mélanie, est-ce que ça serait envisageable pour vous de, par exemple, rentrer dans un parti ou de vouloir créer un parti politique pour faire advenir justement ce basculement-là ? Moi, personnellement, j'ai passé 13 ans dans les ONG, dans les contre-pouvoirs, à fond, bénévole, salarié. Et pour moi, c'est devenu évident que dans les contre-pouvoirs, et je suis revenu dans les contre-pouvoirs aujourd'hui sur le Sivens,
même si je ne voulais pas, mais j'étais happé par la situation. Mais pour moi, on ne peut pas continuer à s'en tenir à des contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'on gagne une bataille, mais on en perd deux. On n'arrive pas à convaincre des députés, etc. Alors, on arrive à les influencer par le rapport de force, etc. Mais demain, ils nous ressortent le même projet pourri sur lequel il faut se battre à nouveau. Et on s'épuise. Et tant qu'il n'y aura pas... Moi, c'est pour ça que j'ai adhéré pour la première fois à un parti politique l'année dernière, et notamment après le passage en force à Sivins, je me suis dit, mais bon, voilà, maintenant, il faut changer ces élus parce qu'ils ne sont plus en capacité de préparer l'avenir, faire face au changement climatique, etc. Et évidemment, moi, je pense qu'il faut... La difficulté que je vois, c'est d'avoir des candidats en fait, aux élections. Et c'est là où je pense que... je ne connais pas très bien Podemos, mais je pense qu'un Podemos à la française serait un Podemos qui irait chercher des gens qui seraient volontaires pour être candidats à des élections, mais qui seraient non pas des élites d'un parti politique, mais des gens qui ont un parcours crédible en termes d'intérêt général. C'est-à-dire que des gens qui ont passé toute leur vie à être sur des alternatives, à mettre en pratique des alternatives ou à porter l'intérêt général dans des syndicats, des associations, des agriculteurs, des artisans, etc. C'est-à-dire des gens qui ont cette image-là, cette crédibilité-là, qui fait que des gens peuvent être amenés à voter pour eux, même si effectivement la veille peut-être on ne les connaissait pas, mais ou des gens qui ont un rôle social sur le territoire et dans lesquels les gens puissent se dire je fais confiance à cette personne pour défendre l'intérêt général quand elle sera au Conseil général, quand elle sera à la région, quand elle sera... Voilà, je lui fais confiance parce que son parcours de vie me dit qu'elle a déjà passé une bonne partie de sa vie à se consacrer, à faire le bien autour d'elle, on va dire, pour simplifier, enfin l'intérêt général. Et donc du coup, elle agira de la même façon quand elle sera au pouvoir. Et je pense en plus qu'on a une opportunité aujourd'hui à 6 ans en France, parce que dans le milieu écolo, par exemple, on a plein de gens qui ont démarré dans les années 70 des alternatives, l'agriculture biologique, les énergies alternatives, etc. Enfin, et qui arrivent aujourd'hui à la retraite, globalement. Enfin, moi, je connais des gens autour de moi, et c'est des gens qui arrivent à la retraite, qui ont à la fois commencé à avoir du temps pour prendre pour être candidat à des postes, à des mandats électifs qui prennent du temps, et qui ont la crédibilité de leur parcours. Et je crois que les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans les bureaux de vote, qui sont passés par toutes les questions de développement durable à l'école, etc., qui ont une conscience écologique et sociale beaucoup plus forte que les générations d'avant, sont des gens qui vont être à la recherche de ce genre de candidats crédibles, parce qu'il y a une crédibilité de parcours, et non pas parce qu'on fait un beau discours dans une grande assemblée, une fois tous les 6 ans, lors des élections, etc. Et là, je pense qu'on a une opportunité qui fait que peut-être le Podemos à la française sera possible dans les prochaines années. Merci beaucoup à tous les 4. C'est la dernière fois, Hubert, hein, on avait promis une conclusion. C'est terrible avec moi. Eh oui, l'émission est terminée depuis combien de temps? Depuis une bonne demi-heure. Très bien, donc score nul. Oui, score nul, on peut dire. Enfin, peut-être même pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que c'est... Parce que score nul, ça voudrait dire qu'au fond, c'est neutre. Et je ne suis pas sûr que les faits ne soient pas à l'inverse de ce qui était annoncé, à savoir d'essayer de relancer la deuxième partie du quinquennat. Je ne crois pas vraiment. Je pense qu'on est sur un score négatif. Écoutez, en tout cas, ceux qui attendaient un virage ou qui espéraient des alternatives, comme on a essayé d'en discerner ce soir, eh bien, ceux-là auront eu du mal à trouver leur compte. Après une entrée en matière longue sur le mode confidence sur TF1, on a eu une série d'annonces de nature technique plutôt que politique, je vous en cite quelques-unes. Deuxième chance pour les décrocheurs, un contrat pour les seniors, un service civique élargi, plus aucun impôt nouveau à partir de 2015 et pour personne, le transfert vers des baisses de charges de l'argent du CICE à partir de 2017, un plan numérique pour l'école, 15 000 emplois d'avenir supplémentaires. En revanche, pas un mot sur la proportionnelle parce que, a dit le président, l'urgence n'est pas à la réforme institutionnelle. Il n'y a pas de problème institutionnel en France. Bref, en un mot, et pour conclure, à l'heure où l'avenir paraît tout de même angoissant à des millions de Français, à bien des Français, on n'a pas eu le grand souffle, mais une espèce d'aimable apnée. Merci beaucoup Hubert Huertas et merci beaucoup à toute la rédaction de Mediapart, aux techniciens, aux réalisateurs, à Joseph Confavreux qui a pris l'antenne quand même à 18h et il est presque 23h. Je vais vous lire quelques mots, c'est la déclaration relayée par leur avocat, maître Arié Halimi, de la famille de Rémi Fraisse en particulier après les révélations de Mediapart aujourd'hui. Donc la famille s'exprime et dit ceci.
Pourquoi, alors que les militaires le voient expressément tomber à la suite de l'explosion de la grenade, que les circonstances de sa mort sont connues dès cet instant, la vérité sur la mort de notre enfant et frère n'a-t-elle pas été immédiatement révélée ? Merci beaucoup et à bientôt.